Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin, comme chaque semaine, ici au Collège de France, pour, vous le voyez à l'écran, la troisième leçon de ce printemps, dans ce cours consacré aux souverainetés au pluriel. Alors, je l'ai déjà dit, la souveraineté, c'est le fil rouge du droit international des institutions, c'est le fil rouge du droit international tout court, et c'est aussi un peu la dernière corde à ma harpe, et c'est pour cela que j'ai choisi ce thème pour cette année. Alors, pour mémoire, la souveraineté, c'est l'autorité ultime, à la fois d'un peuple, de ses institutions et des organes de ses institutions, de dire et d'appliquer le droit, à la fois pour ce peuple, sur ce peuple, ses institutions et les organes de ses institutions. Et dans sa dimension externe, et parce que de nombreux peuples habitent cette terre, la souveraineté, c'est aussi l'indépendance de ces autres peuples, de leurs institutions souveraines et des organes de ces institutions, une indépendance souveraine sans laquelle l'autorité ultime de chaque peuple, de ses institutions et de ses organes, ne pourrait pas être préservée. Et c'est précisément cette dimension externe de la souveraineté comme indépendance qui fait que le principe de souveraineté et le droit international sont indissociables depuis l'origine. En fait, ils partagent une même origine, je vous l'ai dit, la naissance de l'État dans l'Europe moderne du XVIIe siècle, et sa juridiction territorialement délimitée et souveraine. Et c'est précisément le territoire dont nous allons parler aujourd'hui. Une juridiction territoriale qui doit pouvoir être garantie également par un droit qui leur est commun, soit le droit international. Mais malheureusement, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière et la semaine d'avant, c'est aussi cette combinaison d'un étatisme méthodologique de la souveraineté en droit international, un étatisme méthodologique qui n'autorise pas le droit international à connaître d'autres institutions souveraines que l'État, et de son légalisme méthodologique, qui fait que le droit international ne s'autorise pas à aborder cette autorité comme une autorité politique et la réduit à un ensemble de compétences juridiques. Donc c'est précisément cette combinaison d'un étatisme méthodologique de la souveraineté et d'un légalisme méthodologique de la souveraineté qui rend le droit international aveugle à la tension droit politique qui devrait être inhérente à la souveraineté. Et cet aveuglement a amené aujourd'hui, de façon tout à fait regrettable, au divorce entre la souveraineté et l'autorité du droit international. Je vous l'ai dit, que l'on soit en faveur du droit international ou de la souveraineté, le droit international est désormais de plus en plus abordé comme l'anti-souveraineté et la souveraineté comme l'anti-droit international. Comme je vous l'ai dit aussi, ce jeu à somme nulle entre la souveraineté et l'autorité du droit international aura malheureusement été délétère pour la légitimité du droit international. Sur le plan national, il nourrit le populisme et le souverainisme, et sur le plan international, une anarchie entre grandes puissances, totalement débridée, comme nous le voyons encore une fois en ce moment. C'est bien dommage, car cette tension, ce paradoxe, nous dit Koskoniemi, entre puissance politique et autorité du droit, ont toujours été très bénéfiques, car émancipateurs tant du pouvoir politique tout-puissant que d'une autorité juridique illimitée. Saisir cette tension, ce paradoxe entre puissance politique et autorité du droit dans la souveraineté, c'est comprendre comment la souveraineté est l'autorité de la limite, à la fois limitante et limitée. Alors le droit constitutionnel interne, lui, il est parvenu, dès le XVIIIe siècle, à maintenir cette tension ou ce paradoxe entre puissance politique et autorité juridique grâce à la construction d'un pouvoir à la fois constituant et constitué du peuple. Ces deux dimensions de la souveraineté, malheureusement, que sont la puissance politique et l'autorité juridique, ne sont pas encore parvenues à être combinées en droit international. Et c'est précisément pour faire enfin vivre le paradoxe de la souveraineté en droit international et cette dualité entre faits politiques et normes juridiques que ce cours propose une interprétation républicaine de la souveraineté en et de droit international. Républicaine parce que, comme je vous l'ai expliqué durant les 2 dernières semaines, je vous propose de poursuivre la construction d'une dimension populaire de la souveraineté
en droit international, et son corollaire, l'égalité de souveraineté des peuples, qui était le projet entamé par la Charte des Nations Unies en 1945, mais sans succès. Mais comme toujours, il faut remettre l'ouvrage sur le métier et continuer à travailler. Et c'est ainsi, je vous l'ai proposé, que l'on peut espérer faire sauter le verrou d'abord du légalisme méthodologique de la souveraineté en droit international, et ensuite peut-être celui de l'étatisme méthodologique de la souveraineté en droit international. D'où le pluriel du titre du cours, souveraineté au pluriel, avec ce S rajouté au dessin de Plantu. Et pour mémoire, ce pluriel programmatique annonce trois choses que nous avons commencé à envisager ensemble. D'abord, la pluralité des peuples en coexistence égalitaire, mais aussi, on va commencer à le voir un petit peu aujourd'hui, la variété de ces peuples et de leur culture, et donc de leur type de souveraineté. Deuxièmement, la pluralité en coexistence égalitaire et la variété des institutions publiques souveraines, infranationales, nationales et internationales. Et troisièmement, un pluriel qui permet de penser, d'organiser la relativité et la divisibilité de la souveraineté de ces peuples réinstitués en co-souverains, soit séparément, nous l'avons vu la semaine dernière, soit au sein d'institutions internationales égalitaires. Et c'est aussi ce que nous avons vu la semaine dernière. Alors, comme je viens de le rappeler, ce que je vous propose ici, c'est une théorie politique. Politique parce que républicaine, de la souveraineté en et de droit international, une théorie qui soit capable de saisir et d'expliquer la valeur politique des souverainetés instituées par ce droit, notamment sa valeur pour lutter contre la domination des peuples. Et comme nous l'avons vu encore une fois jeudi dernier, c'est précisément parce que c'est une théorie politique de la souveraineté en droit international qu'il ne s'agira et qu'il ne s'agit ni d'une pure théorie juridique, ni d'une pure théorie politique. Elle se distingue dès lors des théories qui sont axées, nous l'avons vu la dernière fois, sur la pluralité de l'autorité du droit international tout court, sans égard à la dimension politique du droit. Et ensuite, elle se distingue des théories qui sont axées uniquement sur la légitimité politique pluraliste de ce droit. Et c'est aussi ce qui explique que l'argument que je vais vous proposer ce matin pour une territorialité non propriétaire de la souveraineté soit aussi extrêmement différent des arguments qui sont d'ores et déjà proposés en théorie politique du territoire. Et vous avez deux des grands ouvrages qui ont été publiés ces dernières années en théorie politique du territoire. L'argument que je vais vous proposer est notamment différent de celui de Stiltz, l'ouvrage sur la gauche, dans la mesure où son argument est fondé sur une théorie de l'autonomie individuelle kantienne et par extension sur une théorie des droits d'occupation territoriale qui sont conçus comme des droits propriétaires pré-institutionnels et donc pré-souverains des peuples. Mon argument va aussi se distinguer de celui de More sur la droite, dans la mesure où son argument est certes fondé sur une théorie de l'autodétermination populaire et donc se rapproche davantage du mien, mais la dimension territoriale de son argument demeure non juridique. Sa théorie demeure dès lors une théorie politique qui ne peut pas rendre compte de la souveraineté territoriale en tant qu'elle est aussi juridique. Alors, je vous l'ai dit aussi, et vous allez le voir de nouveau en action, la méthode choisie est interprétative. C'est-à-dire que plutôt que de vous décrire et de vous exposer sans évaluation l'état du droit international de la souveraineté, un droit qui participe, je l'ai dit, à la réduction juridique de la souveraineté à un ensemble de compétences juridiques, et donc à une autorité étatique et gouvernementale de pur droit, et qui est précisément à l'origine du problème à résoudre, j'ai prévu plutôt de traiter d'un ensemble de grandes questions qui se posent pour ou du fait de la souveraineté aujourd'hui en droit international. Et chaque semaine, je prends une question différente, et sur chaque question, je vous propose, je l'espère, de nouvelles interprétations du droit international que la popularité et l'égalité des souverainetés pourraient fonder à l'avenir. C'est ma thèse, en effet,
que chacun de ces problèmes soi-disant posés par ou pour la souveraineté en droit international contemporain pourrait en fait, et devrait en fait, être réglé depuis cette souveraineté et de l'intérieur du droit international, plutôt que soit contre la souveraineté, soit contre le droit international, comme c'est le cas actuellement. Alors évidemment, je ne suis pas naïf, vous n'êtes pas naïf. Il ne s'agit pas ici de nier l'histoire problématique de la souveraineté, par exemple dans sa conception anthropomorphe, étatiste ou exclusiviste, comme nous l'avons vu la semaine dernière, ou comme nous allons le voir ce matin dans sa conception propriétaire et extractiviste. Mais il me semble qu'à la critique, par exemple la critique de mes collègues Hingyi ou Matthews, dont vous avez ici les ouvrages à l'écran, il faut faire suivre une proposition de reconstruction à la critique et ne pas rester les bras croisés en se lamentant, comme de nombreux théoriciens Twale aujourd'hui. C'est du moins ma position résolument optimiste, c'est pour ça que j'avais choisi le tableau de l'espérance pour l'illustrer. Il me semble que le droit peut certes être le complice des pires injustices, qu'il contribue à organiser et justifier, comme il peut l'être aussi le moteur des plus grands progrès sociaux et humanistes qu'il contribue à organiser et exiger. Et si le droit est capable du meilleur comme du pire, eh bien il devrait en aller de même de la souveraineté et de droit international. C'est une erreur dès lors, je pense, que de considérer le droit international lui-même comme un empire, irrémédiablement souillé, condamné à soutenir l'impérialisme et l'extractivisme pour toujours, comme ce genre d'argument que vous trouvez par exemple dans ces deux ouvrages par ailleurs excellents, mais qui condamnent le droit international finalement à l'impérialisme et à l'extractivisme. Si la direction du droit international de la souveraineté des 19e et 20e siècles a bel et bien été, pour citer encore une fois Kennedy, celle de l'Europe vers le monde, puis celle de la politique vers le commerce, peut-être que nous pourrions faire en sorte, et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous ce matin, en tant que juriste non seulement critique, mais en tant que juriste responsable, de renverser activement la machine au XXIe siècle. Pourquoi pas construire des souverainetés du monde vers l'Europe? Et sur le thème du cours de ce matin, penser et construire des souverainetés extractivistes vers l'égale dignité des peuples. Dans la leçon de ce matin, souveraineté au pluriel, virgule, territorialité et propriété au singulier, je me propose de saisir donc de la deuxième question que j'ai envisagée pour notre programme. C'est celle de la souveraineté-propriété, y compris principalement de la souveraineté-propriété territoriale. Il s'agit, vous l'aurez compris, de vous parler une nouvelle fois des conséquences des origines anthropomorphes et par conséquence anthropocentriques de la souveraineté en et de droit international contemporain. Ces origines anthropomorphes et anthropocentriques, vous vous en souvenez, tiennent aux analogies juste naturalistes, puis libérales, avec l'autonomie d'une personne humaine, qui ont modelé la souveraineté pour donner petit à petit naissance, en l'occurrence, à une conception propriétaire de la souveraineté en tant que propriété sur un territoire et ses ressources, dites naturelles, ou du moins sur une souveraineté construite par analogie à une telle propriété. On verra que certains auteurs conçoivent depuis toujours la souveraineté comme propriété, alors que d'autres, plus nombreux, n'utilisent que l'analogie. C'est cette conception propriétaire de la souveraineté qui a permis à quelques puissances européennes de coloniser d'autres peuples et leurs territoires, et plus généralement de bâtir des empires depuis le XVIIIe siècle. Et cette conception propriétaire de la souveraineté, soit en soi, soit par analogie, prédomine aujourd'hui encore malgré la décolonisation, voire peut-être, diront certains, et nous le verrons tout à l'heure, en raison du régime juridique de la décolonisation, notamment grâce à un principe très contesté, mais acquis de dure lutte,
qui est le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles. En réaction, je vous expliquerai ce que la popularité et l'égalité de la souveraineté, mes leitmotivs, pourraient et devraient faire pour remédier à cela à l'avenir. Mon argument sera que la territorialité est une dimension centrale de la souveraineté populaire et est justifiée à le demeurer en droit international. Il ne s'agit donc ni de succomber aux sirènes de la post-souveraineté, ni de succomber à celle de la déterritorialisation de la souveraineté. Cependant, je considère que, comme sa dimension populaire, cette dimension territoriale de la souveraineté doit être comprise sous un angle politique et juridique. Instituante et instituée en droit international, en même temps que les peuples du monde, et à égalité entre ces différents peuples, ce qui donne, nous le verrons, naissance à des obligations de solidarité et de coopération sur les questions territoriales. Après tout, dans la conception populaire et républicaine de la souveraineté fondée sur la non-domination que je vous propose dans ce cours, la souveraineté territoriale ne peut pas être elle-même une forme de domination. Il est essentiel dès lors de la distinguer de la forme du domaine ou du dominium, à la Vatel, à laquelle le droit international moderne a associé la souveraineté dans sa conception propriétaire. En tant qu'autorité politique de non-domination, en tant qu'autorité politique anti-dominante, la souveraineté ne peut pas être propriété sur un territoire, ni en soi, ni par analogie d'ailleurs. Elle ne peut pas dominer quoi que ce soit. En fait, ce n'est même pas une autorité politique ultime sur un territoire ou sur les choses qui s'y trouvent, comme on le dit de manière commune. C'est une autorité sur un peuple qui est institué avec ce territoire, dans son territoire, par le droit international. Dire que la souveraineté est une souveraineté sur un territoire reviendrait à faire de la souveraineté une domination sur le peuple dont c'est le territoire. En cela, il s'agit une nouvelle fois, dans la leçon de ce matin, et sur le plan du territoire cette fois-ci, de poursuivre la construction de la dimension populaire et politique de la souveraineté qui a été entamée, je vous l'ai dit tout à l'heure, au XVIIIe siècle sur le plan interne, mais qui demeure incomplète en droit international. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons réformer le droit international de la souveraineté de l'intérieur pour le débarrasser de ses origines propriétaires et extractivistes, ces origines propriétaires et extractivistes qui sont un autre héritage des Lumières et de la modernité d'ailleurs. Donc si vous vouliez, vous pourriez lire cet argument juridique que je vais vous proposer comme un argument de nouvelle lumière ou de contre-lumière. Ce sera ma réponse à la double critique post-coloniale et post-anthropocentrique à laquelle est confrontée aujourd'hui la souveraineté en droit international contemporain et dont je vous ai montré tout à l'heure des ouvrages. Alors parmi les exemples que je prendrai pour illustrer ces réformes, je vous reparlerai de la co-souveraineté au sein des organisations internationales, notamment régionales, mais cette fois-ci sous l'angle de la multiplicité des mêmes territoires qui peuvent être réinstitués en même temps que leur peuple en territoire d'organisation régionale. C'est après tout ce qui se produit pour le territoire réinstitué et partagé des entités fédérales dans une confédération comme la Confédération suisse, où la Confédération et les cantons partagent le même territoire. Et comme j'en ferai l'argument, c'est aussi ainsi qu'il faut aborder le territoire de l'Union européenne. Autre exemple que je prendrai, le caractère en principe inappropriable en droit international des corps célestes et de leurs ressources. Ce caractère en principe inappropriable nous fournira en effet un deuxième cas d'application, cette fois pour illustrer l'importance de la réinstitution juridique non propriétaire des communs face au grand retour de deux des logiques du XIXe siècle, la logique de la juridiction personnelle extraterritoriale devenue extraterrestriale et la logique de l'acquisition de souveraineté par la propriété privée, cette fois dans l'espace. Notez que nous retrouvons dans la leçon de ce matin
le problème des temporalités multiples de la souveraineté en droit international, dont j'ai parlé dans ma première leçon, notamment dans le contexte de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles ou scientifiques des peuples autochtones ou des peuples décolonisés. Et c'est ce fameux décalage temporel lié à la décolonisation et à l'accession tardive de certains peuples et de leurs États à la souveraineté qui fait qu'alors que la critique postcoloniale et post-anthropocentrique de la souveraineté du Nord global demande que le droit international abandonne la souveraineté, ou du moins une certaine conception de la souveraineté considérée comme coloniale et extractiviste, ce sont les peuples autochtones ou les peuples décolonisés du Sud global, en l'occurrence du Grand Nord, et leurs États, qui y voient au contraire un levier émancipateur. Rappelez-vous de ce qui se produit en fin d'année et en début d'année au Groenland, où le peuple autochtone et décolonisé du Groenland n'a jamais tant tenu à sa souveraineté territoriale comme protection contre l'approche propriétaire de la souveraineté de Trump. Je l'ai annoncé dans ma première leçon, et j'en ferai en partie l'argument ce matin, il est possible d'envisager un nouveau régime commun des souverainetés en et de droit international, à reconstruire en partant du régime actuel, mais dans le respect de la pluralité et de l'égalité souveraine de ces mêmes peuples et de leurs institutions, mais aussi de leurs milieux et de leurs écoumènes et de leur polytemporalité. Mon argument sera articulé en 4 parties que vous voyez ici à l'écran. Je commencerai par vous présenter l'état du droit international en matière de souveraineté territoriale des États et d'autodétermination territoriale des peuples. Donc, comme dans la première leçon, je vais traiter à la fois de la souveraineté des États et de l'autodétermination des peuples pour vous montrer que toutes les deux sont territoriales, pour vous révéler les traces de la logique propriétaire dans le régime juridique de la souveraineté sur un territoire et ses ressources. Dans une deuxième partie, je me tournerai vers les origines de cette souveraineté propriétaire en droit international, notamment des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, et notamment sur son rôle dans l'histoire coloniale et impériale du droit international, et à l'ombre qu'elle jette aujourd'hui encore sur le droit international de la décolonisation et du développement. La troisième partie de la leçon traitera précisément de ce qui est inapproprié dans cette souveraineté, si vous me pardonnez le jeu de mots. Donc je vous parlerai de cette souveraineté inappropriée, d'abord pour expliquer en quoi l'analogie entre souveraineté et propriété est impropre, et ensuite pour vous présenter 2 critiques additionnelles des dimensions propriétaires de la souveraineté, la critique postcoloniale et la critique post-anthropocène. Enfin, dans une 4e et dernière partie, je me tournerai vers les réformes possibles des souverainetés des peuples territorialisés à l'avenir, qu'il s'agisse de réinstituer les territoires de façon multiple en droit international, ou en dehors des territoires, de réinstituer ces espaces définis négativement en véritables communs définis positivement, de façon à les rendre non appropriables. Alors je traiterai de la question connexe, mais plus large, du rôle des conceptions non européennes ou non occidentales de la souveraineté dans le droit international dans la 6e leçon. Il y sera question des autres souverainetés à envisager pour mieux habiter le monde post-anthropocène, et notamment peut-être des souverainetés mieux à même d'instituer les peuples du monde en leurs milieux territoriaux et leurs écoumènes naturels, comme j'aurais commencé à le faire dans cette leçon. Et ce sera à ce moment-là aussi l'occasion de revenir sur ce décalage temporaire dont nous allons à nouveau parler aujourd'hui, entre souveraineté colonisatrice et souveraineté décolonisée, et la manière aujourd'hui de combler ce décalage sans injustice. Une dernière remarque avant de commencer. Vous trouvez certains des arguments que je vais vous présenter aujourd'hui, pas tous, puisque comme toujours au collège nous enseignons le savoir en voie de se faire, donc il y a des choses nouvelles et des choses anciennes dans ce que je vais vous dire. Donc j'ai déjà publié sur certaines de ces questions et vous trouvez ici à l'écran, en gras, certains des articles les plus pertinents, notamment sur le droit de l'homme à la propriété ou la juridiction territoriale
des États. Alors, je commence avec ma première partie, dans laquelle j'aimerais vous montrer de manière purement descriptive pour l'instant, donc je ne vais pas critiquer ni expliquer historiquement. J'aimerais vous présenter simplement, aussi simplement que possible, la dimension territoriale de la souveraineté et puis vous montrer quelques-unes des traces propriétaires de ce régime aujourd'hui en droit international. Alors avant toute chose, et de manière générale, il faut s'arrêter un instant sur la territorialité du droit et de l'autorité de dire et d'appliquer le droit en général, hors du droit international. D'un point de vue anthropologique, en effet, nous pouvons faire l'observation, sans grand risque, que les êtres humains sont, de tout temps et en tout lieu, enracinés territorialement. Et ils souffrent lorsqu'ils sont déracinés, comme le disait Simone Weil. Ils sont enracinés territorialement, en particulier en tant que groupes sociaux et politiques, et cela a toujours eu des implications sur leur organisation politique et sur leur organisation juridique. Ce qui est clair, en effet, c'est que les liens territoriaux des lois humaines n'ont été que rarement rompus dans l'histoire de l'humanité, et cela s'applique partout dans le monde. Ces liens territoriaux ont bien sûr varié considérablement et varient encore considérablement. Surtout, aucun lien entre le droit et le territoire n'a été le même à travers les cultures et à travers l'histoire. Alors l'émergence de l'État dans l'Europe moderne et puis l'imposition de cette forme politique au reste du monde par le biais du droit international a bien sûr bousculé la diversité de ces formes de liens entre droit et territoire. Pour mémoire, en effet, l'État est une institution juridique et politique dont la juridiction est non seulement territoriale, mais aussi territorialement exclusive des autres États et territorialement exclusive des autres formes institutionnelles territorialisées. Mais indépendamment de l'histoire de l'État et de son universalisation par le droit international, et surtout en creux de celle-ci, ou en marge de celle-ci, le lien au territoire est resté une dimension constante de la politique et du droit, même si, évidemment, à chaque époque, de nouvelles menaces sont apparues et ont dû être résolues à nouveau dans le cadre d'un lien juridique différent avec ce territoire. Et nous parlerons tout à l'heure de ces petites îles bientôt submergées, dont les peuples perdront bientôt leur territoire. D'ailleurs, l'an dernier, dans mon cours sur le droit international des régions, je vous avais parlé de la nature géopolitique au sens strict du terme, c'est-à-dire ce qui caractérise le lien du politique au territoire et vice-versa. Je vous avais parlé d'une autre forme géopolitique en droit international que l'État, c'est la forme des organisations régionales. Pour mémoire, en effet, je vous avais expliqué qu'en tant que construction sociale et relationnelle d'un tout, une région est instituée par le droit, ce qui lui confère une dimension résolument juridique et politique, tant dans son institution que dans son activité. C'est cette dimension politique à laquelle la région doit d'ailleurs son étymologie latine de regio, de l'acte de régir et de gouverner. Comme l'État, la région a donc une dimension à la fois territoriale et politique, et dès lors, je vous l'ai dit, géopolitique, au sens strict du terme. Et comme l'État, dès lors, la région ne peut pas être réduite à sa simple réalité géographique, elle naît de l'institution juridico-politique d'un peuple avec et sur son territoire. Comme l'a expliqué Foucault, territoire comme région sont des notions juridico-politiques autant que géographiques. Alors ce lien entre le droit et le territoire, de manière générale pour l'instant, représente donc, nous le savons du fait des études anthropologiques, bien plus qu'un simple marqueur contingent de la relation entre une autorité publique, son droit, et un peuple donné, et entre les membres de ce peuple. Ce marqueur ne peut pas être remplacé simplement par d'autres marqueurs de sociabilité ou de politique. Le problème avec une telle proposition serait en effet que la vie humaine ne doit pas être considérée comme virtuelle, y compris dans ses dimensions sociales et politiques,
et que les liens sociaux ne peuvent pas être réduits à des relations de communication. Ces liens virtuels peuvent bien sûr compléter, bénéficier aux liens sociaux et physiques et donc territoriaux, mais il est difficile de voir comment ils pourraient les remplacer complètement. Ce qui rend les relations sociales et politiques entre les personnes d'un territoire donné différentes, c'est ce que ces personnes font ensemble avec ce territoire, et pas simplement le fait qu'elles y vivent ensemble, comme le ferait du bétail, et qu'elles ont des liens sociaux de simple proximité. D'ailleurs, c'est aussi avec la même circonspection qu'ils font aborder les approches déterritorialisées du droit et de la juridiction, ou du moins les approches qui troquent le territoire pour l'espace. En effet, ce terme d'espace était autrefois utilisé uniquement pour désigner la mer, l'air, l'atmosphère ou même l'univers, c'est-à-dire des espaces sans territoire précisément, mais aussi sans population, car ils étaient considérés comme inhabitables. Et le recours croissant aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure, à cette terminologie spatiale dans le contexte des récentes discussions sur le droit transnational ou sur l'interlégalité, et sur la relation entre la juridiction, par exemple, des organisations internationales comme l'Union européenne et la juridiction territoriale des États, devrait donc nous alerter. Et j'y reviendrai, promis. Alors, il est important de noter que rien dans cette considération anthropologique au sujet de la territorialité du droit et de l'autorité de dire et d'appliquer le droit n'implique une quelconque forme de propriété territoriale ou de droit de propriété sur des droits du territoire, sur des parties du territoire, que ces droits soient individuels ou collectifs, qu'ils soient privés, comme dans la propriété privée territoriale, ou publics, comme dans la propriété publique territoriale d'ailleurs. En ce sens, la territorialité du droit et de la juridiction ou autorité politique se distingue de la conception de John Locke, ou plus généralement de la conception libérale de la juridiction territoriale des États modernes en droit interne puis international, que nous allons examiner dans un instant. Cette conception propriétaire de la juridiction des États n'est en effet qu'un exemple, parmi tant d'autres, d'une longue série de conceptions du lien et de la relation entre la juridiction, le droit et le territoire. Venons-en donc maintenant plus précisément à la territorialité de la souveraineté de l'État en droit international contemporain. Du fait de l'immédiateté de l'État en droit international et de l'étatisme méthodologique que je vous ai rappelé en introduction, la dimension non seulement territoriale, mais territorialement exclusive de l'État européen du XVIIe siècle est devenue aujourd'hui une caractéristique juridique et positive de sa souveraineté en droit international en général. Et nous n'y réfléchissons même plus. La plus belle des confirmations de cette juridicité et positivité de la territorialité exclusive de l'État étant bien sûr la place du territoire parmi les 4 conditions de la personnalité juridique internationale de l'État dans la Convention de Montevideo de 1933 que vous avez à l'écran, des conditions qui sont aujourd'hui considérées comme étant de droit coutumier international. Le légalisme méthodologique de la souveraineté en droit international aidant, cette dimension à la fois territoriale et territoriale exclusive de la souveraineté de l'État fait aujourd'hui partie inhérente de sa définition et est même considérée comme un fait juridique international. Sans surprise dès lors, la territorialité de la souveraineté est omniprésente dans son régime de droit international contemporain. C'est le cas bien sûr de la juridiction ou compétence territoriale de l'État, qui est, comme nous l'avons vu la semaine dernière, la première compétence prescriptive, exécutive ou judiciaire de l'État sur tout ce qui concerne ou se produit sur son territoire. Plus généralement, cependant, la souveraineté, qu'elle soit interne ou externe d'ailleurs, comprend différents droits, compétences, immunités et privilèges de nature territoriale. Le droit à l'intégrité territoriale, tout d'abord, c'est une évidence, mais aussi son corollaire négatif, la protection contre toute interférence territoriale non consentie,
recouvrant tant l'intervention par un autre État que l'ingérence par une organisation internationale ou une autre institution. Et dans sa dimension externe, le droit à l'intégrité territoriale comprend le droit de ceindre le territoire national de frontières, ce qui est évidemment la preuve par excellence de la territorialité de la souveraineté. En fait, même ce qu'on appelle en droit international des zones, le droit international aime bien parler de zones, des zones qui ne relèvent pas de la juridiction nationale des États, sont elles aussi, quand on y regarde de plus près, définies, bien que négativement, par référence à ces territoires qui, eux, sont clôturés. Ne dit-on pas zone au-delà de la juridiction nationale, sous-entendu au-delà de la juridiction territoriale des États. C'est d'ailleurs la tragédie des espaces du droit international, qu'ils soient marins, polaires ou extra-atmosphériques, que de n'avoir pas encore été institués positivement par le droit international, par exemple en commun, non appropriable, et de ne pas bénéficier d'un statut juridique commun qui les protégerait contre l'avancée inexorable, contre l'expansion inexorable et contre l'enclosure inexorable par les États. J'y reviendrai dans la 4e partie de la leçon ce matin. Mais à y regarder d'encore plus près, la territorialité de la souveraineté en droit international contemporain porte des traces d'une conception propriétaire de la souveraineté territoriale, c'est-à-dire d'une conception de la souveraineté de l'État sur son territoire modelée sur une conception de la propriété de cet État sur ce territoire. Voyez d'ailleurs, et je l'ai déjà dit, la manière dont je, vous, nous parlons couramment de la souveraineté d'un État sur son territoire et ses ressources, comme on parlerait de la propriété d'une personne privée sur un terrain et sur ses ressources. Alors souvent, le droit international ne se cache même pas. Prenez par exemple l'article 2 du traité de l'espace, que vous avez ici à l'écran, qui, au moment de parler de l'interdiction de l'appropriation nationale des corps célestes, associe appropriation et souveraineté, puisqu'il parle d'appropriation par voie de proclamation de souveraineté, comme si la souveraineté d'un État revenait à s'approprier un objet, en l'occurrence un corps céleste. Le plus souvent, la dimension propriétaire est plus discrète, même si elle est bien là. Ainsi, l'exclusivité du contrôle de l'État souverain sur son territoire rappelle évidemment l'exclusivité de la propriété. Tout comme d'ailleurs les moyens d'acquisition, d'usage et d'aliénation de ce territoire qui rappellent le caractère absolu de la propriété, du moins dans les conceptions majoritaires de la propriété en droit privé, et je n'y reviens pas ici faute de temps. Pensez par exemple à ce que l'on appelle couramment des titres de compétence, des titres de souveraineté sur le territoire de l'État. Alors certes, beaucoup des anciens titres d'acquisition du territoire, comme la découverte ou la conquête de territoires sans maître, les terrae nullius, ne sont aujourd'hui plus admis en droit international. Mais les deux titres qui sont actuellement licites pour l'acquisition de territoires en droit international, que sont l'occupation et le contrôle effectif et la cession par traité, eux sont clairement fondés sur des titres d'acquisition de propriété privée, que sont d'une part la prescription acquisitive et d'autre part l'acquisition par contrat du droit romain. Il faut aussi mentionner les analogies encore aujourd'hui en cours avec le droit du bail ou les droits réels. Pensez par exemple aux servitudes d'usage à but militaire ou à but économique, comme les servitudes pour la base militaire britannique ou américaine de Diego Garcia sur la Chibel des Chagos. Pensez aux cessions d'administration, par exemple des États-Unis au Panama, sur le canal de Panama. Ou pensez encore aux accords de location, par exemple en faveur des États-Unis sur Guantanamo Bay ou du Royaume-Uni sur Hong Kong. En fait, et sans surprise au vu des liens qui devraient être les leurs, et j'en ai parlé longuement dans la première leçon, la territorialité
c'est aussi une dimension centrale du droit à l'autodétermination des peuples en droit international contemporain. Cette dimension territoriale de l'autodétermination des peuples confirme le lien que j'ai fait dans la première leçon entre l'autodétermination et la souveraineté. Vous vous souvenez en effet de mon argument visant à interpréter la souveraineté des États et l'autodétermination des peuples ensemble en droit international, afin de poursuivre par là la construction de la popularité et de l'égalité de la souveraineté en droit international. Eh bien, révéler la territorialité que la souveraineté de l'État et l'autodétermination des peuples ont en partage est une prolongation de cet argument. En fait, la territorialité est omniprésente en droit international de l'autodétermination des peuples, s'agissant des peuples soit colonisés, ce qui implique évidemment un territoire colonisé à décoloniser, comme vous le voyez à l'écran, soit des peuples occupés, ce qui implique un territoire occupé ou annexé à libérer. D'ailleurs, le droit international de la décolonisation préfère parler de territoires non autonomes que de peuples non souverains, ce qui est le comble. Mais je vous l'avais expliqué la semaine dernière, ça permet de ne pas parler de peuple précisément, et ça ne permet de ne pas parler de souveraineté, puisqu'on va concentrer l'attention sur le territoire et l'autonomie du territoire ou la non-autonomie du territoire, et vous retrouvez ce choix dans l'avis sur la séparation des Chagos. On retrouve ce même accent sur le territoire et sa propriété lorsqu'il s'agit de définir le peuple qui s'autodétermine en droit de l'autodétermination. En effet, ce que l'on peut observer, par exemple avec la condition de l'effectivité de l'occupation d'un territoire, pour qu'un peuple puisse se qualifier comme tel et prétendre à son droit à l'autodétermination, c'est que l'effectivité de l'occupation territoriale est une condition de l'autodétermination. Mais à y regarder de plus près encore, la territorialité de l'autodétermination des peuples porte elle aussi, comme la souveraineté des États, des traces de la conception propriétaire de la souveraineté. C'est le cas évidemment, et je l'ai dit, du fameux principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, qui est reconnu au peuple décolonisé en 1962 de dure lutte, précisément pour marquer une rupture avec la conception propriétaire de la souveraineté des puissances coloniales sur ces mêmes territoires, mais précisément pour marquer la rupture, eh bien, ces peuples veulent récupérer leur souveraineté propriétaire sur leurs ressources naturelles. Exactement comme aujourd'hui, les peuples autochtones veulent récupérer la propriété intellectuelle sur leurs sciences et leurs techniques pour lutter contre la propriété intellectuelle des États occidentaux venus leur appliquer cette propriété intellectuelle. Il faut aussi mentionner le principe de l'outil Posidetis. Ce principe selon lequel les frontières des États décolonisés devraient autant que possible reprendre celles des territoires colonisés. Littéralement, outil Posidetis, ça veut dire « comme vous avez possédé jusqu'ici, vous continuerez à posséder à l'avenir ». Alors l'outil Posidetis en Afrique, ça donne ça, une correspondance presque parfaite, en tout cas tentée, entre les territoires et les frontières des territoires colonisés et les territoires et les frontières des États décolonisés. Cela ne devrait pas nous surprendre, bien sûr, au vu des rapports étroits entre colonisation et appropriation, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors le temps est venu précisément de comprendre les origines historiques de ces traits propriétaires du régime juridique international de la souveraineté des États et de l'autodétermination des peuples. Je crois vous avoir convaincu qu'ils sont là et qu'ils sont bien là. Alors passons précisément à la deuxième partie. Comme je vous l'ai déjà expliqué lors de la première leçon, la souveraineté des États en droit international a d'abord été conçue au XVIIe siècle sur un modèle anthropomorphe, c'est-à-dire à l'image de l'être humain, un modèle anthropomorphe de l'autonomie privée des personnes physiques.
Et évidemment, le modèle anthropomorphe par excellence, c'est celui du Léviathan de Hobbes, dont je ne me lasse pas de vous montrer ici la reproduction. C'est cette analogie qui explique que la souveraineté ait pu être considérée comme abandonnée contractuellement par certains peuples au profit des puissances européennes, au moment de la découverte de leur territoire, par exemple au moment de la découverte de l'Amérique. Mais c'est aussi cette analogie qui explique, lorsque l'analogie devient propriétaire, comment la souveraineté de certains peuples a pu être écartée parce qu'improductive, comme le serait à l'époque la propriété d'un propriétaire négligent de sa terre, dont il serait justifié de se saisir. Et c'est précisément ce lien entre souveraineté de l'État et propriété qui va nous intéresser ici. En effet, ce lien n'est pas seulement analogique, et j'y reviendrai plus tard, l'analogie c'est le plus simple à faire et aussi le plus simple à critiquer, je le ferai tout à l'heure, mais ce lien entre souveraineté de l'État et propriété peut aussi être considéré, et c'est ce qui était le cas à l'époque, comme étant conceptuel depuis l'origine en droit international, fondant juridiquement la souveraineté de l'État sur la propriété privée pré-institutionnelle de ses citoyens. Vous avez ici deux ouvrages qui vous parlent de cela différemment et dans des langues différentes, un historien et une juriste. En bref, c'est la conception de la propriété de Locke, John Locke, qui a été reprise par Grotius pour modeler sa conception de la souveraineté des États au XVIIe siècle, et qui a ensuite été renouvelée avec encore plus de succès par Vattel, et sa conception de la souveraineté de l'État comme un empire exercé sur un domaine à partir du XVIIIe. L'influence de cette conception propriétaire de la souveraineté de l'État a été décisive pour l'évolution du droit des gens au XVIIIe et au XIXe, et instrumentale au colonialisme et à l'impérialisme. D'ailleurs, je vais vous l'expliquer, même la conception de la souveraineté du droit international de la décolonisation, puis du développement de la deuxième partie du XXe, peut encore être considérée comme celle d'une souveraineté propriété. Si Locke et sa conception de la propriété privée ont été si influents juridiquement au Royaume-Uni, justifiant par exemple le mouvement d'enclosure des communs ruraux, puis aux États-Unis, au XVIIe siècle, justifiant le mouvement de colonisation des territoires indiens, c'est notamment grâce à sa théorie naturelle, d'abord de droit divin, puis rationalisée, d'acquisition de la propriété par l'occupation, par l'utilisation et par le travail, ce qu'on appelle la théorie du travail, de la propriété. En bref, toute personne qui démontre qu'elle a pu occuper et exploiter un terrain et le faire fructifier par son travail acquiert un droit naturel de propriété sur ce terrain et ses ressources. Et l'inverse vaut aussi, le propriétaire qui néglige de faire fructifier son terrain est réputé avoir perdu son droit naturel de propriété sur ce terrain. Ensemble, ces droits naturels ou pré-institutionnels de propriété des citoyens d'un État donnent ensuite naissance au moment du contrat social, et précisément par une transmission contractuelle des droits individuels pré-institutionnels de propriété à l'État, à une souveraineté propriété de cet État sur ce territoire. En somme, au sein de cette conception lockéenne, la propriété privée est naturelle ou pré-institutionnelle, et elle précède donc tant la juridiction de droit public que la souveraineté de l'État. Par le contrat social, elle fonde ensuite cette juridiction et souveraineté, ainsi que la garantie juridique de la propriété qui s'ensuivra au sein de l'ordre juridique de l'État. Alors à m'écouter, il n'est pas difficile, je pense, de saisir l'attractivité d'une telle conception pour des États intéressés à étendre leur empire sur les mers, puis sur d'autres espaces situés au-delà de leur juridiction territoriale, et enfin à acquérir d'autres territoires par la colonisation. C'est ce qui explique que tant le droit international classique de Grotius que le droit international moderne ensuite de Vattel ait repris cette conception de la souveraineté-propriété pour le compte des États. L'idée selon laquelle un État ne serait véritablement souverain sur son territoire que s'il l'occupe et que s'il le fait fructifier est rapidement devenue l'une des dimensions de la civilisation et du droit international de la civilisation du XIXe siècle. J'ai déjà parlé de ce droit international de civilisation il y a quelques années
dans une conférence ici au collège. Seuls les États peuvent faire preuve de cette industrie, seuls les États pouvant faire preuve de cette industrie sur le territoire étaient alors dignes d'être considérés comme civilisés et comme des États souverains. En fait, cette conception de la souveraineté-propriété anime aujourd'hui encore le droit international de la décolonisation et du développement de la deuxième moitié du XXe siècle. Dans le cas de la décolonisation, en effet, la souveraineté, en tant que souveraineté-propriété, par concept, ou plutôt aujourd'hui par analogie, fonde notamment les exigences de privatisation ou d'extraction qui sont posées aux économies des États colonisés, décolonisés, ou encore l'imposition de régimes juridiques de nationalisation de la terre et donc de propriété publique avec l'octroi ensuite de concessions privées. Quant au droit international du développement, on reconnaît bien sa dimension propriétaire dans la conditionnalité à l'industrialisation et dans les autres exigences de développement technique et scientifique. Le fait que le concept de développement devienne durable quelques années plus tard, comme ce terme sera consacré par les institutions financières internationales, dont la Banque mondiale, ne déroge pas à cette conception propriétaire de la souveraineté. Le développement durable, c'est le développement qui porte sur une durabilité dans la croissance et dans la poursuite de l'extraction, ce qui exige à nouveau un certain rapport propriétaire au territoire et à ses ressources de la part des États qui sont candidats aux investissements. À cet égard, il faut souligner que les analogies publiques-privées, qui sont à l'origine de la conception propriétaire de la souveraineté en droit international, ont alimenté, et j'y ai consacré tout un cours il y a quelques années, l'hybridité publique-privée du droit international, consolidant d'autant plus les rapports constitutifs entre propriété et souveraineté. Cette hybridité publique-privée a renforcé l'expansion impérialiste des États en leur accordant des droits souverains assimilables à des droits de propriété, mais cette hybridité publique-privée, soigneusement entretenue, a aussi inversement permis d'accorder aux entreprises de ces États des droits de propriété assimilables à des droits souverains. Il suffit de penser ici aux droits souverains de la Compagnie des Indes ou d'autres grandes entreprises commerciales ou bancaires du XIXe. J'ai déjà traité de cette hybridité publique-privée du droit international en général et de son impact sur la privatisation du droit international contemporain il y a quelques années, donc j'y reviens pas. Mais je vous dirai simplement que cette hybridité du droit international contemporain fait douter de la capacité d'un droit international ainsi hybridisé de faire autre chose que d'alimenter ensuite la privatisation sur le plan international comme national, y compris désormais grave confusion de la privatisation des droits constitutifs de la souveraineté elle-même, aidée en cela, je l'ai dit, par le légalisme méthodologique de la souveraineté et par une conception purement fonctionnelle de la publicité en droit international. Et c'est pour ça que vous ne devez pas être surpris de voir des groupes privés invoquer aujourd'hui une souveraineté propre et chercher à s'appuyer sur le droit international pour ce faire. Il faut souligner ensuite que cette conception propriétaire de la souveraineté des origines, devenue ensuite analogie propriétaire, a aussi influencé le droit international encore presque inexistant des espaces situés en dehors de la juridiction et donc de la souveraineté territoriale nationale. Les ressources extraites dans ces espaces sont en effet aujourd'hui, malgré l'apparition d'autres principes récents comme celui de patrimoine commun de l'humanité. Patrimoine, le terme évidemment rappelle aussi la notion de propriété, même si elle est collective. Donc malgré l'apparition d'autres principes comme celui de patrimoine commun de l'humanité, eh bien, les ressources extraites dans ces espaces au-delà de la juridiction nationale sont aujourd'hui considérées comme susceptibles d'appropriation et donc d'enclosure ou du moins d'exploitation.
C'est ce qu'on peut voir par exemple dans le régime qui a été mis en place pour l'exploitation des ressources des hauts fonds marins ou dans le régime qui devait être mis en place pour l'exploitation des ressources célestes. Je n'ai pas beaucoup de temps ici, mais je vous montre simplement ici ce que aurait dû et devrait peut-être encore être le régime d'exploitation des ressources célestes. Vous voyez un régime commun d'exploitation, mais un régime d'exploitation tout de même axé sur la propriété. De même, dans l'accord BBNJ, le dernier accord en place sur la protection de la biodiversité dans les espaces situés au-delà de la juridiction nationale, vous retrouvez côte à côte patrimoine commun de l'humanité avec le principe du partage juste et équitable des avantages, sous-entendu, il est possible d'exploiter. Dans cette mesure, je pense qu'il est possible de considérer que le droit international de l'environnement, et là vous avez le fameux article 3 de la Convention sur la diversité biologique de 1992, n'a pas mis fin ni résolu les tensions potentielles avec la logique de la souveraineté propriétaire du droit international moderne. Vous voyez, dans cet article, on fait coexister la protection de l'environnement avec le droit souverain d'exploiter les propres ressources, y compris d'hydrocarbures et autres. Ce droit de l'environnement cohabite aujourd'hui avec cette conception de la souveraineté, voire est complice, selon certains, de son maintien, comme on a encore pu le voir malheureusement dans l'avis consultatif sur le climat de la Cour internationale de justice en 2025. Cet avis, quoique remarquable sur certains aspects dont nous parlerons tout à l'heure, ne remet pas en effet en cause la souveraineté des États sur leurs ressources et l'extraction des ressources pétrolières notamment, et dès lors leur droit à l'extraction, y compris à la lumière des obligations coutumières impératives de ces États en vertu du droit international du climat, de la mer ou de l'environnement. Il n'est donc pas surprenant, au vu de ce que je vous dis ici, que ces nouveaux principes, précisément comme celui de patrimoine commun de l'humanité que je viens de mentionner, demeurent encore équivoques du point de vue de leur dimension propriétaire. Patrimoine, évidemment, ça rappelle propriété, même s'il est commun et collectif. Mais surtout, la notion de commun elle-même est l'exemple par excellence de cette confusion que fait régner encore cette logique propriétaire, une confusion qui a permis d'interpréter la notion de commun de manière contradictoire depuis des siècles. Cette notion est parfois utilisée pour permettre l'appropriation publique et privée d'une res communis, considérée comme une res nullius, librement accessible à tous et donc appropriable individuellement tant par des personnes privées que par des États. Mais à d'autres moments, elle est interprétée, cette notion de commun, pour empêcher toute appropriation de ce type, soit parce qu'une res communis est nécessairement détenue en propriété commune ou collective, par exemple sous la forme d'un gardiennage ou d'un trust pour l'humanité, soit parce que ce commun, cette res communis, ne peut tout simplement pas être détenue en propriété du tout. Donc vous voyez que même dans ces aspects les plus avancés, ou en tout cas qu'on dit être les plus avancés, le droit international de l'environnement, y compris dans une notion comme la notion de patrimoine commun de l'humanité, est encore en prise et se débat encore avec cette notion propriétaire, soit par concept, soit par analogie, de la souveraineté. Alors ceci m'amène, le décor étant planté, à la critique. J'aimerais examiner ici les critiques que l'on peut développer à l'encontre de la conception propriétaire, d'abord en soi ou par analogie, et puis ensuite, du point de vue externe, je prendrai deux critiques, la critique postcoloniale et la critique post-anthropocène. Je commence avec la critique interne de la conception propriétaire de la souveraineté en soi. Cette critique interne peut se faire soit du point de vue de la propriété, soit du point de vue de la souveraineté. Et je pense que des deux points de vue, nous devons parvenir à la conclusion que souveraineté n'est pas propriété. Donc vous avez ici des ouvrages, d'abord
un volume spécial d'une revue et puis ensuite un ouvrage complet sur ces questions. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est écrit, voilà, vous pourrez juger si vous allez lire. Du point de vue de la propriété, premièrement, il est clair qu'en tant que droit interindividuel, donc en droit interindividuel égalitaire, ou en tant qu'ensemble de droits interindividuels égalitaires, y compris en tant qu'ensemble de libertés, la propriété ne peut être garantie également à chacun et surtout distribuée de façon équitable que dans un cadre juridique. Un cadre juridique de droit public et donc dans un cadre qui permette d'instituer la propriété par ce droit. La souveraineté et notamment l'autorité d'adopter du droit public ou la juridiction doivent donc précéder la propriété. Et ce, contrairement à ce qui est posé dans la conception lockéenne de la propriété privée naturelle, qui est pré-institutionnelle et qui précède la juridiction et la souveraineté. C'est aussi ce qui explique, à mon avis, et c'est l'argument que j'ai essayé de faire en théorie des droits de l'homme il y a quelques années, que le droit de l'homme à la propriété privée doit être considéré comme un droit de l'homme conventionnel et pas comme un droit de l'homme naturel ou préexistant. C'est un droit de l'homme qui a une dimension nécessairement sociale et relationnelle, comme nos autres droits économiques, et qui, pour des raisons de justice sociale, n'existe que lorsqu'il est institué dans un système juridique et institutionnel. C'est aussi l'argument défendu par Ripstein et Waldron dans le volume que vous avez ici à gauche. Dans tous les cas, la souveraineté étant nécessaire conceptuellement et juridiquement à la propriété, les deux statuts partagent le même cadre conceptuel et la souveraineté ne peut pas logiquement être confondue avec la propriété, au risque sinon de rendre la propriété logiquement impossible. Deuxième argument, l'inverse. Le deuxième argument qu'on peut faire la deuxième critique qu'on peut amener contre la souveraineté-propriété est un argument fondé du point de vue de la souveraineté. Voici ce que l'on peut en dire. Je l'ai expliqué tout à l'heure dans la conception populaire et républicaine de la souveraineté, fondée sur la non-domination. La souveraineté territoriale ne peut pas être elle-même une forme de domination. Il est essentiel dès lors de la distinguer de la forme du domaine ou du dominium à laquelle le droit international moderne et Vattel avait associé la souveraineté. En tant qu'autorité politique antidominante, la souveraineté ne peut pas dominer, ne peut pas devenir la propriété sur un territoire. D'ailleurs, ce n'est même pas une autorité politique ultime sur un territoire et les ressources qui s'y trouvent, mais bien une autorité sur un peuple institué avec ce territoire par le droit international. Même lorsqu'elle s'exerce sur un territoire, dès lors, la souveraineté est d'abord politique. On a tendance à l'oublier, et j'ai essayé de vous le rappeler la semaine dernière, mais les titres de compétence ou de juridiction des États reconnus par le droit international sont en fait des raccourcis destinés à capturer des compétences politiques sur un peuple, et non pas sur un territoire ou les choses qui s'y trouvent ou qui s'y passent. Et c'est évidemment vrai par excellence de la compétence territoriale, puisque c'est en vertu du partage de ce lieu de vie sociale que les membres d'une communauté politique partagent des enjeux interdépendants et égaux, précisément les enjeux qui appellent une juridiction et une autorité de droit pour les trancher. Ensuite, bien sûr, ces titres ont été spécifiés et déclinés en fonction de différentes dimensions et évolutions de la relation politique et de l'interdépendance entre les membres d'une communauté politique. La nationalité est devenue un titre, mais aussi d'autres intérêts en lien au territoire. Mais ce que je veux dire, et ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que les arbres ont fini par cacher la forêt dans ce contexte, et il me semble surprenant de devoir aujourd'hui rappeler, mais il est important de le faire, que tous ces titres juridictionnels reposent en fait sur une relation d'appartenance politique, c'est-à-dire exactement sur ce que capture la souveraineté à la charnière du droit et de la politique. J'ai fait maintenant l'argument selon lequel
la conception propriétaire de la souveraineté doit être rejetée tant du point de vue de ce qu'est la propriété que du point de vue de ce qu'est la souveraineté. Mais en fait, j'aimerais aussi apporter l'argument selon lequel l'analogie elle-même avec la propriété devrait être rejetée. Selon cette analogie, la souveraineté ne se confondrait pas avec la propriété privée que l'institution souveraine représenterait par délégation de droits de propriété individuelle préinstitutionnels, mais serait simplement conçue comme une forme de propriété, quoique de droit public. Alors, bien sûr, il y a des similitudes entre les deux régimes juridiques que j'ai déjà relevées dans la première section de la leçon. Ces traces propriétaires nous convainquent, en fait, de l'analogie. C'est le cas notamment de l'exclusivisme, par exemple du fait du droit de contrôle souverain exclusif sur son territoire, ou de l'absolutisme, par exemple le fait que l'État souverain a un droit d'aliénation souveraine de son territoire. Et c'est le cas évidemment dans les conceptions classiques, tant de la propriété que de la souveraineté que j'ai mentionnées tout à l'heure. Comme l'a relevé Ripstein toujours dans le même volume, si la propriété peut être exclusive et absolue, c'est bien parce qu'elle est instituée et surtout limitée par le droit, dont l'autorité est considérée comme ultime et souveraine. Et c'est bien pour cela que la régression et l'analogie doivent s'arrêter là. Comme je l'ai expliqué dans la première leçon en lien avec le paradoxe de la souveraineté, si l'autorité du droit est ultime, c'est précisément parce que la souveraineté est une autorité toujours limitante et limitée, celle du peuple instituant et institué à la charnière du droit et de la politique. Même lorsqu'elle s'exerce sur un territoire, dès lors, la souveraineté est d'abord politique, je l'ai dit, mais surtout toujours limitée de façon inhérente et jamais illimitée dès lors. C'est le cœur de la souveraineté que d'être une autorité ultime, celle de la limite, à la fois limitante et limitée, et pas seulement une simple autorité limitée en droit, comme l'est la propriété. Alors il n'en demeure pas moins que même conçue de manière non propriétaire, si vous acceptez ma réjection de la conception propriétaire de la souveraineté à la fois sur le concept et sur l'analogie, il n'en demeure pas moins que la territorialité est une dimension centrale de la souveraineté populaire et est justifiée, je le pense, à le demeurer en droit international. J'ai expliqué déjà tout à l'heure que c'est une constance anthropologique du droit et du pouvoir. Mais je ne suis pas anthropologue. Et ce cours n'est pas un cours d'anthropologie. Il est intéressant dès lors de nous interroger plus précisément sur son fondement normatif et sur la manière de lier la souveraineté en tant qu'autorité ultime de dire le droit et le territoire sans tomber dans le piège de la propriété. Donc c'est une chose de dire que le territoire et que la souveraineté territoriale ne doit pas être propriétaire, mais c'est une autre de justifier la dimension territoriale de la souveraineté. Et pour ce faire, j'aimerais vous proposer de revenir à la nature politique et notamment populaire de la souveraineté. Comme sa dimension populaire, en effet, la dimension territoriale de la souveraineté doit être comprise sous un angle politique et juridique, à la fois instituant et institué en droit international. Le territoire l'est en même temps et avec son peuple, comme le peuple, à la fois instituant et institué en droit international, l'est en même temps et avec son territoire. Parce qu'un peuple vit nécessairement quelque part sur un territoire, d'où d'ailleurs la tragédie des petits États insulaires en passe de perdre leur territoire, et dont la Cour internationale de justice nous dit qu'ils ne perdront pas leur qualité d'État parce qu'ils ont perdu leur territoire. Donc parce qu'un peuple vit nécessairement quelque part sur un territoire et vit comme une tragédie cette perte de ce territoire, le peuple ne peut pas être distingué de son milieu naturel. Il ne peut pas être distingué de son écoumène. Lorsque ce peuple institue et est institué par le droit en un public souverain, c'est aussi en ce territoire public souverain qu'il institue son écoumène.
Le territoire est une construction juridique et politique, je l'ai rappelé tout à l'heure en lien avec Foucault et la notion du géopolitique. Et il est important pour nous, dans ce cours, de saisir cet alliage peuple-territoire institué par le droit. Alors pour les observateurs attentifs, on retrouve ici le paradoxe de la souveraineté et la tension entre puissance politique et autorité du droit, ou cette tension entre fait et norme dont je vous ai déjà parlé. Mais on le retrouve sous une forme légèrement différente. Et ce paradoxe entre fait et norme, ce paradoxe de la souveraineté, je vous ai expliqué à plusieurs reprises qu'il faut le cultiver plutôt que le repousser. Donc si ce que je vous dis vous paraît paradoxal, eh bien, essayez de vous habituer à ce paradoxe plutôt que de tenter, comme nous l'avons fait pour la souveraineté populaire depuis maintenant des siècles en droit international, de la réduire soit à une puissance politique, soit à une autorité juridique. Donc faites de même avec le territoire. Pensez par exemple à l'exigence d'occupation effective d'un territoire par un peuple, pour invoquer son droit à l'autodétermination et pour que ce peuple puisse être considéré comme un peuple. Eh bien, cette exigence d'occupation effective d'un territoire reflète la même ambivalence descriptive et normative de la souveraineté, toujours située entre un fait politique et une norme juridique. C'est ce qui explique d'ailleurs que cette exigence d'occupation effective du territoire oscille entre un caractère déclaratoire, parfois, et un caractère constitutif dans d'autres cas. Et ce serait une erreur d'aller chercher une réponse à ce que sont un peuple et son territoire uniquement en droit international. Je sais que tout le monde le voudrait, mais ce serait une erreur. Comme d'ailleurs ce serait une erreur d'aller chercher cette réponse uniquement en dehors du droit, par exemple en géographie, en anthropologie ou en religion. Le droit international de la décolonisation avait d'ailleurs très bien compris cet alliage entre peuple et territoire et le rôle du droit et de la politique dans cet alliage. C'est un petit texte de rien du tout, ce principe 4, mais il capture déjà le sentiment et, je pense, l'aveu de faiblesse face à ce paradoxe et à cette tension. C'est cette tension ou paradoxe entre droit et politique, et en l'occurrence entre droit politique et territoire, qu'il faut accepter quand on parle de souveraineté, je vous l'ai dit. Vouloir l'étouffer, c'est risquer toute puissance politique sans limite juridique, ou ce que nous vivons depuis 1945, l'autorité totale du droit, sans égard à la légitimité politique. Les constitutionnalistes l'ont bien compris depuis le XVIIIe siècle, avec leur souverain populaire à la fois constituant et constitué, ce fameux peuple qui demeure introuvable jusqu'à ce qu'il soit constitué et alors créé rétroactivement, eh bien, un peuple introuvable auquel je propose désormais d'adjoindre un territoire introuvable, du moins avant l'institution de ce peuple et de ce territoire en tant que tel par le droit international. Alors, de façon très intéressante, la question se pose désormais du maintien de la qualité d'État et donc de la souveraineté du peuple de cet État en cas de disparition du territoire. Pour la Cour internationale de justice, je l'ai dit, mais aussi pour d'autres organes du droit international comme la Commission du droit international, la qualité d'État de petits États insulaires submergés ne devrait pas être mise en cause par la perte de l'effectivité du territoire. Mais ce qui reste à déterminer toutefois, et c'est pour cela que ce genre d'argument, à mon avis, sera très productif, c'est comment l'autodétermination et la souveraineté d'un peuple peuvent survivre sans le territoire sur lequel ce peuple peut vivre et s'autodéterminer politiquement et juridiquement. Ce qui sera intéressant à déterminer aussi, c'est par exemple si le rapport à l'océan peut suppléer cette perte politiquement et juridiquement. Cela semble possible, mais comment ? Il sera aussi important de déterminer comment réinstituer ce peuple sur le territoire d'un autre,
parce que ce peuple, il faudra bien qu'il aille quelque part s'il veut survivre. Donc comment réinstituer ce peuple sur le territoire d'un autre sous la forme d'un territoire multipublic, un territoire qui serait réinstitué de manière multiple pour devenir le territoire à la fois du peuple australien, dans l'exemple australien, et du peuple de Tuvalu, ou de ces petites îles qui seraient déplacées en Australie. Donc vous avez ici l'article pertinent du traité d'union Australie-Tuvalu-Falaipeli qui a été conclu en 2023, qui est entré en vigueur en 2024. Et vous voyez comment ce traité ne peut pas prendre encore position sur les questions très difficiles dont je viens de vous parler, mais comment évidemment il prépare l'opinion à la question. Attention, s'il faut comprendre, je vous l'ai dit, la souveraineté territoriale comme une souveraineté politique d'un peuple et sur un peuple dont c'est le territoire, et ne pas la confondre avec la propriété de ce peuple sur son territoire, il ne faut pas, à l'inverse, imaginer la souveraineté territoriale comme une propriété du territoire lui-même sur ce peuple. D'accord ? Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Ainsi, lorsque Libersky-Barniu parle de souveraineté de la terre, dans ce très bel ouvrage anthropologique sur les peuples du sud du Sahara, elle ne parle pas d'une terre propriétaire. D'accord ? Et donc vous comprenez l'intérêt de faire tout le travail que nous avons fait pour libérer la souveraineté territoriale de sa dimension propriétaire, pour lui donner la dimension politique qu'elle mérite d'avoir, pour pouvoir enfin arriver à parler de souveraineté de la terre. Mais j'y reviendrai un peu aujourd'hui, et surtout dans la 6e leçon. Il me semble que cette conception politique et notamment populaire du territoire, qui s'autodétermine et s'institue en même temps que son peuple souverain, est supérieure aux deux autres conceptions philosophiques en discussion aujourd'hui des rapports entre la souveraineté ou juridiction d'un État et son territoire. La première de ces deux conceptions est évidemment la conception propriétaire que je viens de critiquer, soit la conception propriétaire de la souveraineté de l'État lui-même, soit la conception propriétaire de droit d'occupation territoriale pré-institutionnel et donc pré-souverain d'un peuple sur son territoire. Cette conception propriétaire, même dans sa version évoluée à la Stilts, souffre, je pense, je l'ai déjà dit, des défauts de la conception propriétaire, mais surtout de l'analogie propriétaire de la souveraineté. J'ai déjà fait l'argument, j'y reviens pas. En fait, même dans sa version populaire de la souveraineté territoriale, cette conception propriétaire est beaucoup trop individualiste dans la manière dont elle déduit l'autodétermination du peuple, de l'autonomie préexistante des individus. Surtout, elle ne rend pas compte de la dimension institutionnelle tant du peuple que de son territoire par l'institution souveraine de la puissance politique en autorité juridique. La deuxième conception philosophique en discussion aujourd'hui des rapports entre la souveraineté d'un État et le territoire est instrumentale. Cette conception considère que la dimension territoriale de la souveraineté octroie aux institutions souveraines, les États, mais d'autres aussi, une stabilité qui permet ensuite d'assurer la paix, la justice ou la protection des droits de l'homme. Et c'est vrai, les institutions souveraines sont plus stables lorsqu'elles sont territorialisées. Même si cette conception est alléchante et qu'elle est tout à fait compatible avec celle que je vous propose, en fait, elle joue sur un autre niveau, je pense qu'elle ne va pas au fond de la relation entre un peuple et son territoire. Surtout, elle permettrait à une institution politique territoriale non démocratique et qui ne serait pas fondée sur la souveraineté populaire de prétendre à la souveraineté territoriale au seul motif que de cette manière-là, une sorte de paix et de stabilité serait maintenue. Alors venons-en maintenant, que j'ai écarté par la critique interne la souveraineté propriétaire dans le concept et dans l'analogie, venons-en maintenant à deux critiques externes de la conception propriétaire de la souveraineté. La critique décoloniale et la critique décroissante. La première critique considère que la souveraineté n'a pas encore été décolonisée. Cette critique accuse la conception propriétaire de la souveraineté d'être devenue la souveraineté des peuples et des États décolonisés, à l'instar, on l'a vu tout à l'heure, de ce fameux principe
de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et scientifiques. Et il est vrai que l'accaparement des terres systématique dans les États décolonisés depuis confirme certainement cette critique. La souveraineté propriété a fondé des exigences de privatisation, d'extraction posées aux économies des États colonisés, ou encore, je l'ai dit, des régimes juridiques de nationalisation de la terre, avec à la clé l'octroi de concessions privées, comme par hasard à des investisseurs et des entreprises provenant eux-mêmes des anciennes puissances coloniales. La dimension propriétaire de la souveraineté des États décolonisés s'est d'ailleurs retrouvée plus tard dans la conditionnalité à l'industrialisation et dans les autres exigences de développement technique et scientifique qui sont aujourd'hui posées par le droit international du développement, y compris du développement scientifique, climatique. De manière générale, il faut souligner, c'est vrai, que la projection d'une conception européenne puis occidentale de la souveraineté territoriale, avec sa dimension propriétaire, mais aussi indépendamment, sur les peuples en voie de décolonisation, au moment de déterminer leurs droits, est problématique. Elle a été beaucoup débattue à la Cour internationale de justice, avec des résultats mitigés, mais je préfère conserver les bons résultats que les mauvais. Vous pourrez lire à ce sujet si vous le souhaitez. Vous avez par exemple cette opinion individuelle du juge Forster dans l'avis consultatif sur le Sahara occidental, à mon avis, qui exprime très bien ce sentiment et l'ambivalence qu'il y a à devoir, pour protéger des peuples colonisés, avoir recours à une boîte à outils conceptuelle elle-même propriétaire. Aujourd'hui encore, cette question hante les juges du Sud qui siègent à la Cour internationale de justice, et pas que d'ailleurs, mais ce sont eux qui s'expriment par écrit à ce sujet. Vous avez l'échange qu'il y a eu l'an dernier par opinion individuelle interposée entre le juge Youssouf et le juge Tladi dans l'affaire Gabon contre Guinée équatoriale. Et je vous laisserai lire ça à tête reposée. Vous verrez comment ils sont évidemment partagés aussi autour de cette question. Faut-il une rupture décoloniale avec l'entier des concepts juridiques de la souveraineté du droit international, ou au contraire une continuité postcoloniale et apaisée? La question est difficile et, je vous l'ai dit, j'en traiterai frontalement dans la 6e leçon. La deuxième critique externe à la souveraineté dans sa conception propriétaire est liée à la première, c'est la critique environnementale de la souveraineté propriétaire comme fondant une obligation d'extraction sur le territoire des États et perpétuant par conséquent la séparation des ressources naturelles considérées comme inertes, non vivantes, tant de l'humanité que des peuples. La souveraineté propriété est pointée du doigt par ces critiques comme un facteur central de l'Anthropocène et de la séparation homme-nature. Et ce, y compris et surtout dans le cadre des États décolonisés, dont la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et scientifiques justifierait, ou en tout cas cultiverait l'extractivisme. Et cette critique est aujourd'hui aussi portée contre l'avis consultatif de la Cour sur le climat, qui, je vous l'ai dit, est un avis à bien des égards totalement passionnant et très important. Mais cette critique est portée contre cet avis parce que, fondamentalement, cet avis ne remet pas en cause la souveraineté des États sur leurs ressources et dès lors leur droit à continuer à extraire, et ce, malgré les obligations coutumières impératives que la Cour souligne à d'autres endroits de la vie. Cette critique post-anthropocène de la souveraineté s'étend d'ailleurs aujourd'hui au rôle de la souveraineté propriété dans la négligence des espaces hors juridiction territoriale des États, ces espaces qui, je vous l'ai dit, ne sont pas encore considérés comme des communs non appropriables, mais qu'il serait possible aujourd'hui d'exploiter pour autant qu'on le fasse en commun et de manière à répartir les avantages ensuite. Alors ceci m'amène
à la dernière partie, dans laquelle j'aimerais vous présenter quelques possibilités de réforme au vu de la critique que je vous ai présentée de la territorialité et de la propriété en matière de souveraineté. Alors pour mémoire, ma proposition ici, c'est d'aborder la souveraineté territoriale sous l'angle populaire et égalitaire de la souveraineté que j'ai défendue dans la première leçon. Et ce sera ma réponse à la double critique que je viens de vous montrer, la double critique postcoloniale et post-anthropocène. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la territorialité est une dimension centrale de la souveraineté populaire et justifiée à le demeurer en droit international. Il ne s'agit donc pas de succomber aux sirènes de la post-souveraineté, ni à celle d'une déterritorialisation de la souveraineté. Cependant, je considère que, comme sa dimension populaire, cette dimension territoriale de la souveraineté doit être comprise désormais sous un angle politique et juridique. Le territoire instituant et institué s'institue en même temps que les peuples du monde et s'institue en même temps qu'eux à égalité entre ces différents peuples et ces différents territoires, donnant naissance dès lors à des obligations de solidarité et de coopération sur les questions territoriales. Le territoire institué et instituant en même temps que le peuple et avec le peuple, et parce qu'un peuple vit nécessairement quelque part sur un territoire, il ne peut pas être distingué de ce milieu naturel ou de cet écoumène. Lorsque ce peuple institué est institué par le droit en un public souverain, c'est aussi en ce territoire public souverain qu'il institue son écoumène. Cette dimension populaire et politique du territoire explique pourquoi, lorsqu'un peuple se réinstitue en un nouveau public par une nouvelle institution, par exemple par une institution comme une organisation internationale régionale, il réinstitue aussi son territoire par la même occasion. C'est ainsi que le territoire d'une confédération est réputé partagé entre les entités fédérées et la confédération. Et c'est ainsi que l'on peut concevoir le territoire d'une organisation régionale comme celui de l'Union européenne. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'un territoire étatique exclusif de l'Union européenne devenu super-État fédéral, comme le craignent certains. Il ne s'agit pas non plus d'une juxtaposition de territoires étatiques de ses États membres. Il ne s'agit pas non plus de succomber à la conception purement fonctionnelle et dépolitisée de l'espace de l'Union européenne, cette conception purement fonctionnelle et dépolitisée des espaces qui est avancée dans les traités, par exemple l'espace du marché intérieur, mais c'est aussi le cas en matière pénale, migratoire ou environnementale, cette notion d'espace qui détache entièrement le droit de l'Union des peuples européens, en faisant de ces peuples des sujets de droit déracinés de leurs milieux territoriaux et de leurs écoumènes. Au contraire, comme j'en ai fait l'argument ce matin pour ce qui concerne les peuples européens, il s'agirait de concevoir une mise en partage de la souveraineté non seulement populaire, c'était l'argument de la semaine dernière, mais aussi territoriale des États membres. Et j'y reviendrai dans la 5e leçon sur les souverainetés européennes. C'est d'ailleurs dans cette approche politique du territoire que réside ma réponse à la critique postcoloniale de la souveraineté. Cette conception proposée de la souveraineté territoriale pourrait en effet permettre de sortir de l'approche instrumentale du territoire en révélant sa dimension sociale et relationnelle. C'est après tout ce que l'on peut comprendre de la notion, ou la manière d'interpréter la notion d'intégrité territoriale qui est protégée comme un droit de souveraineté par le droit international. Mais il s'agirait de comprendre l'intégrité territoriale conçue désormais comme protégeant un tout, ce solidum, cette base de solidarité, cette intégrité, comme un tout vivant, comprenant le peuple, son milieu et leurs relations politiques. Bien sûr, nous allons retrouver ici le problème des temporalités multiples de la souveraineté, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec ce fameux décalage temporel entre la souveraineté du Nord et la souveraineté du Sud, la souveraineté des anciennes colonies et la souveraineté des anciennes puissances coloniales. Mais comme je l'ai rappelé en introduction, ce sont les peuples autochtones ou décolonisés du Sud global et leurs États qui aujourd'hui voient dans la souveraineté territoriale un levier émancipateur
Et c'est pour cela que je pense que la solution doit venir de l'intérieur de la souveraineté, une souveraineté territoriale et populaire qui réinstitue le peuple et son écoumène de manière multiple en droit international. Et ceci m'amène à ma réponse à la deuxième critique, dès lors, de la souveraineté territoriale, la critique environnementale. À nouveau, il me semble que la conception politique et donc relationnelle du territoire est particulièrement pertinente pour répondre à ce genre de critique. Elle rappelle qu'en tant qu'écoumène, le territoire est vivant, avec son peuple, et ne peut pas, dès lors, faire l'objet d'une appropriation. Cela doit aussi valoir pour toute la vie que le milieu territorial comprend. Le territoire ainsi réinterprété, il est important de purger le droit international de l'environnement, y compris de la mer et du climat, de ses références constantes aux ressources naturelles, comme quelque chose que l'on pourrait extraire, utiliser et qui pourrait devenir une ressource, y compris lorsqu'il est question de souveraineté permanente sur les ressources naturelles des peuples décolonisés ou autochtones. Alors il est très difficile de trouver d'autres termes que le terme ressources. Et je vous raconte une anecdote ici. Cet été, dans la session de l'Institut du droit international, nous avons passé une très belle résolution, que je vous conseille d'aller lire, sur la protection de l'environnement dans les espaces, les zones situées au-delà de la juridiction nationale. Et au moment de la discussion de cette résolution, nous étions plusieurs à dire qu'il faut ôter ce terme de ressources. Et les auteurs de la résolution, les rapporteurs, nous ont dit oui, parfait, c'est très bonne idée, mais quoi mettre à la place? Et le droit international n'a pas encore de quoi nommer, de quoi protéger par la langue ce vivant non humain, territorial ou extraterritorial. Et il se rabat malheureusement pour l'heure sur des termes scientifiques qui ne sont pas indemnes ou eux-mêmes hermétiques à l'influence de la tradition politique moderne. Souvent, les termes scientifiques sont eux-mêmes très individualistes, par exemple, et ne sont pas forcément adaptés pour désigner ce que l'on aimerait protéger en droit international de l'environnement. Donc je ferme la parenthèse de cette anecdote sur la volonté de purger ce terme de ressources naturelles du droit international de l'environnement. Il faudrait aussi étendre et muscler le champ d'application du principe d'interdiction de l'appropriation ou de non-appropriation qu'on a développé pour les espaces qui sont situés au-delà de la juridiction territoriale, qu'ils soient marins ou extra-atmosphériques. Je vous ai déjà montré ce principe d'interdiction de l'appropriation de l'accord sur la Lune de 1979. Alors, ce ne sera pas facile, étant donné les tensions qui existent depuis toujours entre la liberté d'exploration et le principe de non-appropriation dans l'espace, mais ce ne sera pas possible non plus, ce ne sera pas facile non plus, du fait de l'interprétation encore largement propriétaire et patrimoniale, même collective, du principe de patrimoine commun de l'humanité et du principe de partage équitable des avantages qu'on le retrouve dans ces mêmes traités. Et j'ai consacré tout un colloque en septembre dernier à cette question, donc je vous renvoie aux conférences des conférenciers, si cela vous intéresse, où vous allez les voir débattre de toutes ces questions. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que ce n'est pas seulement la dimension populaire de la souveraineté territoriale qui va importer, c'est aussi la dimension plurale et égalitaire de cette souveraineté populaire et territoriale. C'est cette dimension plurale et égalitaire qui va permettre de muscler la réponse que je vous propose à la critique environnementale de la souveraineté territoriale. En effet, chaque territoire est institué en droit international en même temps que son peuple, mais il est à égalité avec d'autres peuples et d'autres territoires. Et c'est en cela que l'on peut considérer que les souverainetés populaires et territoriales donnent naissance à des obligations de solidarité et de coopération sur les questions territoriales. Plutôt que d'imaginer la souveraineté territoriale comme autant de monades territoriales qu'il y a d'États, c'est bien d'un archipel et de relations
entre ces différents territoires dont il est question, où les relations entre les peuples et leurs territoires sont aussi importantes que les relations au sein de chaque peuple et au sein de chaque territoire. Alors la question de la solidarité entre souveraineté populaire et désormais territoriale sera l'objet de la prochaine leçon, mais je vous permets de vous rappeler ici à l'écran cet extrait d'une très vieille sentence arbitrale, mais un extrait passionnant puisqu'il vous montre et il fait un lien ici entre la souveraineté solidaire et les obligations de comportement diligente auxquelles elle donne naissance. Et ce sont ces mêmes obligations de coopération diligente que l'on retrouve à l'œuvre, vous le voyez ici, 100 ans plus tard, dans l'avis de la Cour internationale de justice sur le climat, puisque la Cour insiste sur les obligations de coopération entre États souverains et solidaires envers les États insulaires bientôt submergés. Et on peut dire que l'accord Australie-Tuvalu est fondé sur cette obligation de coopération, même s'il y a encore beaucoup à dire sur la légitimité populaire et démocratique de cet accord, qui n'est pas, à mon avis, donné, alors qu'il s'agit quand même de réinstituer le territoire et le peuple de Tuvalu au moment d'un déplacement vers l'Australie. Cette obligation de coopérer pour œuvrer juridiquement à trouver, par exemple par de nouveaux traités internationaux, des solutions équitables pour les souverainetés territoriales partagées entre États, vaut en matière climatique, nous l'avons vu, mais elle vaut aussi et devrait valoir à l'avenir pour les espaces qui sont situés au-delà des juridictions territoriales. Et je pense bien sûr ici à l'espace extra-atmosphérique, où les discussions actuelles nous poussent et nous convainquent de la nécessité de mettre en œuvre cette obligation de coopération solidaire pour instituer ces espaces enfin en commun non appropriables. Je pense qu'il est d'autant plus urgent de ce faire que l'on observe aujourd'hui le retour de deux des logiques propriétaires d'enclosure d'origine locéenne dont je vous ai parlé ce matin, ces fameuses logiques qui ont fondé la colonisation de nouveaux territoires et l'exploitation de l'espace maritime dès le XVIIe siècle. La première logique que l'on retrouve aujourd'hui à l'œuvre dans l'espace extra-atmosphérique et qui nous rappelle ces logiques locéennes de la souveraineté propriétaire, c'est celle qui nous fait deviner dans le comportement de certains États qui cherchent à mobiliser des liens de rattachement personnel, de nationalité et le droit international privé à l'appui pour projeter leur droit privé national de la propriété sur des biens acquis dans l'espace. Et cette manière dont ces États développent ces liens de rattachement personnel aujourd'hui, eh bien, nous rappelle exactement le jeu impérialiste de la juridiction extraterritoriale du XIXe siècle, sans besoin de coloniser, et sans besoin non plus d'exercer une souveraineté territoriale, simplement en projetant le droit national sur l'espace. À la différence ici, bien sûr, que cette juridiction extraterritoriale est désormais aussi extraterrestriale. Et la deuxième logique du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, la deuxième logique propriétaire dont je vous ai parlé aujourd'hui, qui est à l'œuvre aujourd'hui dans l'espace, c'est la mise en place par certains des États de zones de sécurité sur les corps célestes, en tout cas la projection de ces zones de sécurité, qui permettraient de protéger les droits de propriété privée de leurs entreprises nationales et qui est justifiée précisément par ces États par référence à une forme de priorité de la propriété privée sur la juridiction et la souveraineté de ces États, fondant donc une nouvelle fois la juridiction et la souveraineté sur la propriété, cette fois dans l'espace. Donc ce qui est à l'œuvre ici, c'est une nouvelle application de la propriété locéenne et par extension de la souveraineté-propriété vattélienne, mais dans un contexte extraterrestriel.
Donc ce dessin, il me plaît parce qu'il vous montre aujourd'hui toutes ces temporalités de la souveraineté-propriété à des moments différents, et elles se rencontrent ici, vous le voyez, au Groenland, avec SpaceX et le drapeau américain. Donc tout est dit. Donc dans la 4e et la prochaine leçon, je vous parlerai de souveraineté, solidarité et équité pour tirer encore une fois les conséquences normatives de la popularité et de l'égalité des souverainetés, pour fonder cette fois-ci des obligations solidaires de coopération et des obligations solidaires d'équité, et pour contrer la critique de la souveraineté comme solitude égoïste qui est trop souvent faite aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et on se quitte avec le Groenland Not for Sale. Merci de votre attention. Au revoir.